Premier invité de notre soirée spéciale, celui qui est arrivé en tête de ce premier tour de la primaire LR avec 25,6% des voix, le député des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous. Face à vous, pour vous interroger ce soir en direct sur BFM TV, Philippe Corbet, Benjamin Diamel. Je précise une chose, c'est que vous avez accepté le principe tout à l'heure de débattre avec Valérie Pécresse qui va nous rejoindre dans quelques instants. Mais donc, d'abord, vous avez, comment dirais-je, qu'est-ce que vous avez en tête ce soir? Est-ce que vous-même vous êtes surpris de vous retrouver ici ce soir? Non, parce que j'ai mesuré, notamment dans les derniers jours, l'adhésion de plus en plus forte des militants au programme que je portais. Au départ, il y avait une adhésion, une fidélité. J'appartiens à la même famille politique, le RPR d'abord, les Républicains aujourd'hui, depuis une quarantaine d'années. Je ne suis jamais parti, c'est ce qui fait d'ailleurs la différence avec mes amis. J'ai toujours été là, les soirs de victoire, bien sûr, c'est facile, mais aussi comme les soirs de défaite. On a vécu des crises, voire des tempêtes. Je suis resté fidèle, j'étais au Trocadéro aux côtés de François Fillon, j'ai été 2 fois porte-parole de Nicolas Sarkozy. Donc je connais les militants, j'en fais partie et ils m'ont toujours bien accueilli. Mais je crois que ce qui a fait la différence à un moment, c'est la force d'un projet. Moi, je dressais le constat dans cette campagne du déclin français, d'un recul de notre pays, d'une absence de volonté de la part de ce pouvoir en marche, de réformer et d'apporter de vraies réponses aux peurs, aux préoccupations, aux inquiétudes des Français. Et donc, j'ai voulu poser un vrai programme de rupture. C'est ce qui me distingue d'ailleurs de mes concurrents, puisque globalement, eux, ils se situent dans le même cadre. Moi, j'ai voulu un peu balayer vous êtes un peu à part, effectivement. Les codes du politiquement correct, aller sur des sujets dont on n'avait plus l'habitude de parler parce qu'on les avait laissés à d'autres. Je pense à la priorité nationale, je pense au droit du sang, je pense aussi à la baisse massive des impôts. On ira dans le fond de votre programme dans un instant. Mais Éric Ciotti, franchement... Je crois ce qui a suscité un peu l'intérêt et l'adhésion. C'est vertigineux. Est-ce que quand vous vous êtes lancé dans la course, vous vous imaginiez franchement être premier au premier tour ? Pas forcément. Je l'ai fait depuis mes terres. C'était le 27 août dans mon canton, sur la commune de Levens. Nous étions 2500. Il y avait déjà de la force, parce que les racines, c'est important. Et moi, je suis enraciné dans cette terre de province, du Sud, qui incarne une parcelle de cette France, de cette mosaïque tricolore que je veux voir rayonner. Donc, non, je ne l'imaginais pas forcément, mais je me suis battu avec sincérité. Je crois que ce qui est important aussi dans mon parcours, en tout cas moi j'y attache un prix essentiel, c'est la clarté des alliances. Je l'ai dit, je n'ai pas voté Emmanuel Macron, je l'ai dit, j'étais au Trocadéro, et c'est la sincérité. Je crois que beaucoup m'ont dit, on sait que toi tu as jamais changé, tu as toujours dit la même chose. C'était peut-être un peu différent pour d'autres, mais c'est pas à moi de le dire. Éric Ciotti, lorsque vous êtes venu fin août, je crois que c'était fin août, en tout cas à la rentrée, dans ces studios de BFM TV pour annoncer que vous étiez candidat. Chez Jean-Jacques Bourdin. Chez Jean-Jacques Bourdin, absolument, l'excellent Jean-Jacques Bourdin. Je m'étais fait une remarque ce matin-là, vous n'aviez pas dit que vous étiez candidat à l'Élysée, vous aviez dit que vous étiez candidat à l'investiture LR. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes vraiment candidat à l'Élysée? Et quand je dis ça, candidat pour gagner, pour concourir, pour gagner et pour être élu face à Emmanuel Macron? Bien sûr, je le suis, et je crois que dans ma famille politique, je suis aujourd'hui le mieux à même de remporter cette élection. Pourquoi ? Parce que vous l'avez vu dans les dernières enquêtes d'opinion, si on additionne Éric Zemmour, Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan, il y a 35% aujourd'hui qui se situent à droite de l'échiquier politique, on va dire. Vous le classifiez comme vous voulez. À la droite de la droite, vous voulez dire. En tout cas, si on ne va pas chercher une partie de cet électorat, on ne pourra pas gagner, on ne pourra pas battre Emmanuel Macron. Il faut faire, moi, la référence, c'est Nicolas Sarkozy 2007. Il pose le ministère de l'identité nationale. Il fait une campagne qui bouleverse tous les codes. Mais attendez, juste Éric Ciotti, vous parlez de Nicolas Sarkozy en 2007. Nicolas Sarkozy, ça faisait 2 ans, 3 ans qu'on savait qu'il voulait être président de la République. Est-ce que là, vous comprenez qu'on puisse se dire, il est surpris d'arriver au second tour, mais est-il prêt? A-t-il suffisamment travaillé? A-t-il suffisamment envisagé ce que signifiait devenir le président de la 6e puissance du monde par rapport à Valérie Pécresse, qui, elle, pour le coup, a ce projet-là depuis plus longtemps? Elle a un projet depuis plus longtemps, mais on a une expérience qui est similaire, en tout cas. Qui est similaire. Elle dirige une grande collectivité, j'ai dirigé une grande collectivité, je suis parlementaire.
Elle a été, j'ai fait voter plusieurs lois. Dans ma collectivité, j'ai géré des budgets très importants. Mais vous n'avez jamais été ministre, par exemple. Oui, je n'ai pas été ministre, mais justement, est-ce que c'est pas une liberté supplémentaire, voilà, parce que j'ai pas non plus à revendiquer un héritage que certains peuvent nous reprocher. Je suis aussi dans une forme de nouveauté dans le paysage politique, avec plus de liberté, moins de conformisme. Je suis le candidat qui veut casser les codes. Candidat hors système par rapport aux autres. Disons, un peu différent, voilà. Et on le voit d'ailleurs dans les soutiens. Je crois aujourd'hui... J'ai une expérience de gestion, j'ai une expérience de parlementaire qui a été celle de beaucoup qui sont devenus présidents de la République. Voilà, donc aujourd'hui, je crois que je suis prêt et j'ai surtout un projet qui, pour moi, est le mieux à même de répondre aux défis majeurs, extrêmement graves, qui se posent à notre pays. Et puis surtout, je crois être le seul qui peut rassembler le plus largement possible les électeurs de toutes les droites. Le problème... Je le dis, voilà, aujourd'hui, je peux être le pivot pour aller rechercher des électeurs qui nous ont quittés. Pourquoi la référence à 2007 ? Parce que le Front National avait été réduit à quasiment plus rien. Eh bien... Il a progressé parce qu'on a peut-être aussi déçu. Moi, je dis, si on casse les tabous, si on ose parler de certains sujets, si on a des propositions plus fortes, plus audacieuses, je ne crois pas qu'en prolongeant les lignes et en disant on fera mieux, c'est pas très difficile qu'Emmanuel Macron, on ira un peu plus haut, un peu plus loin, on peut le battre. Mais le problème, Éric Ciotti, c'est qu'aujourd'hui, vous rassemblez, mais vous rassemblez contre vous. À la seconde où les résultats ont été connus tout à l'heure, immédiatement... Philippe Juvin, Michel Barnier et Xavier Bertrand ont appelé à soutenir, attendez, on va les entendre, Valérie Pécresse. Pour ma part, je voterai pour Valérie Pécresse et je souhaite que le rassemblement se fasse pour Valérie Pécresse, derrière Valérie Pécresse. Je pense que c'est son projet, sa personnalité qui peuvent nous permettre de l'emporter à l'élection présidentielle. Il s'agit de l'élection présidentielle, comme je l'ai dit tout au long et encore dans le dernier débat. Il s'agit d'élire le nouveau président de la République. Et pour cette élection et pour la gagner, je pense aujourd'hui que Valérie Pécresse est la mieux préparée. Et voilà pourquoi je lui apporte mon soutien. Je connais Valérie Pécresse et je sais que c'est une femme qui peut amener la droite à la victoire. Je l'ai soutenue dans les minutes qui ont suivi sa victoire de premier tour. Pourquoi évident ? Et pour les raisons que je viens de dire, la droite européenne, libérale et humaniste. Ce soir, c'est tous contre Éric Ciotti. C'est peut-être ça qui m'a fait gagner, parce que je suis différent. Gagner au premier tour, au deuxième, peut-être que du coup, ce sera plus difficile. Nous verrons. Mais c'est peut-être parce que je suis différent, parce que j'ai un projet qui correspond mieux à ce qu'attendent les électeurs de droite dans notre pays. Jamais les Français n'ont autant adhéré, toutes les enquêtes le montrent, aux valeurs qu'on peut rapprocher ou attribuer à la droite républicaine. L'autorité, l'identité, la liberté. Ils constituent les trois piliers porteurs de mon projet. Et donc, c'est sans doute ce qui a fait qu'alors que j'étais pas regardé, vous le dites vous-même, par les commentateurs, quelquefois avec un peu de mépris, un peu de parisianisme, voilà, il faut faire partie de l'entre-soi, d'un système. Et d'ailleurs, aujourd'hui, eh bien, c'est quelque part un peu ça qui se reconstitue. Eh bien, moi, je viens du Sud, je viens de la province, et je porte un projet qui est libre, qui n'est pas inscrit dans les codes. Je revendique de ne pas avoir voté Emmanuel Macron au deuxième tour en 2017 parce que j'avais été notamment extraordinairement choqué par son discours sur le crime contre l'humanité qu'il attribuait à la France pour la période de la présence française en Algérie. Je n'avais pas adhéré à son discours de Marseille où il s'adressait à des communautés ethniques plutôt qu'à une communauté nationale française. Donc oui, il y a des différences et ce soir, eh bien, c'est les militants qui trancheront, mais je suis persuadé que les additions, vous savez, 1 + 1 en politique, ça fait rarement 2. Donc il y a dans cette élection, elle est très ouverte pour le second tour. Il y a des candidats qui ont eu des soutiens, c'est mon cas, très forts dans leur région. Je pense que Valérie Pécresse aussi en Île-de-France, je pense que Michel Barnier en Auvergne-Rhône-Alpes, Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France. Demain, dans ces 2 régions où il n'y a pas de candidats géographiquement appartenant à ces terres, il y aura plus une approche idéologique. Et là, je pense que ma ligne, qui correspond beaucoup mieux
à ce qu'attendent les électeurs de droite et ce dont a besoin le pays. Parce que aujourd'hui, en effet, nous allons choisir celui qui portera l'immense responsabilité de représenter la droite républicaine. C'est-à-dire le seul qui pourra battre Emmanuel Macron. Toutes les autres hypothèses, à mon avis, garantiront la réélection d'Emmanuel Macron. Donc c'est une responsabilité lourde. J'y suis prêt et je crois que la première des préparations, c'est d'avoir le projet le plus abouti. Et je considère, c'est sans doute aussi ma différence, que le temps de la prudence, des demi-mesures, de l'eau tiède est révolu. Et moi, vous dites que les électeurs ne suivront pas forcément les consignes des uns et des autres. J'en suis persuadé. Et quel message de soutien avez-vous reçu aujourd'hui? On sait que le soutien de Laurent Wauquiez, il pèse lourd. Celui de Nicolas Sarkozy également. Est-ce qu'ils vous ont appelé? Il nous semble que oui. Et que vous ont-ils dit? J'ai échangé avec Nicolas Sarkozy. Vous connaissez ma fidélité à Nicolas Sarkozy. J'ai été 2 fois son porte-parole. Depuis le début de cette élection, il avait indiqué qu'il ne prendrait pas parti. Il m'a félicité. Je l'avais vu il y a 15 jours. Voilà, il était heureux de mon parcours. Ce soir, il m'a félicité. J'ai eu François Fillon aussi, et qui m'a dit que voilà, dans les moments difficiles qu'il vit, et je pense à lui, que tout le monde lui avait dit que dans ma campagne, et je l'ai fait chaque soir, j'ai parlé de la force de son programme de réforme. J'ai été jusqu'au dernier moment avec lui au Trocadéro, et François m'a dit qu'il était heureux que finalement... Et donc il vous soutient? Il y ait un peu... François Fillon s'est retiré de la vie politique. Mais il a voté pour vous? Je ne sais pas. Il vous l'a pas dit? Il s'est retiré de la vie politique. Voilà. Laurent Wauquiez, on a échangé. Moi, j'appellerai pas... Vous savez, je ne vais pas parler à la place des autres. Vous lui faites un appel du pied. Respect. Vous dites que ce serait votre Premier ministre, Laurent Wauquiez. Vous savez, il répond quoi à moi, ça, je réponds généralement aux journalistes pour lesquels, vous le savez, j'ai beaucoup de respect. J'ai été interrogé, notamment par le Journal du Dimanche, mais aussi, non, d'abord, ici aussi, par Jean-Jacques Bourdin. Absolument. En premier. Excellent, Jean-Jacques. Encore lui. C'est toujours ici que ça se passe en premier. Mais ça, vous le savez. Et on le voit ce soir Et on le verra encore. ce soir encore. Mes amis concurrents ont dit dans des... voilà, parce qu'ils ne voulaient pas en parler, c'est pas le moment, on verra. Bon, moi j'ai dit les choses cash, sans en parler d'ailleurs à Laurent Wauquiez. Et j'ai dit, moi, si demain les Français me font confiance, je choisirai Laurent Wauquiez. Et vous répondez quoi à ça? Nous sommes en phase. Matignon, ça se refuse pas. Matignon, ça se refuse pas. Personne ne l'a jamais refusé. Voilà. Donc vous le savez. Éric Ciotti, vous parlez de... Mais c'est pas tellement... Je dirais que pour moi, c'est pas un choix neutre. C'est dire que Laurent Wauquiez, il a été critiqué, il a été même contraint de quitter la présidence de notre famille politique. À la fois Xavier Bertrand et Valérie Pécresse avaient quitté notre famille politique parce qu'ils considéraient que Laurent Wauquiez était trop à droite. Alors, Valérie Pécresse, c'était au lendemain du départ de la présidence des Républicains de Laurent Wauquiez. Vous avez, je crois que c'était chez vous, non, c'était sur notre chaîne, mais avec des mots assez durs. Moi, je considère que si nous avons eu des difficultés, c'est que nous ne sommes pas allés suffisamment à droite. Alors, justement, juste pour moi, la droite, c'est quoi? C'est aimer la France, c'est assurer l'ordre républicain dans les quartiers soumis aux zones de non-droit, c'est défendre notre identité contre l'islamisme, c'est la liberté pour baisser les impôts et pour que le travail rapporte plus que l'assistanat. Voilà ma droite. Martine Aubry, en 2011, disait de François Hollande que c'était la gauche molle. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'être face à la droite molle ou à une forme de droite Macron-compatible? Vous n'arrêtez pas de mettre en parallèle, vous d'un côté, seul contre tous les autres. Est-ce que c'est ça? Est-ce que vous êtes face à la droite molle ou à la droite Macron-compatible? Je ne sais pas. En tout cas, la mienne est sans doute plus consistante, on va dire. Voilà, elle est... plus solide, elle a moins hésité dans des moments difficiles. Voilà, vous savez, dans une élection, Clémenceau disait « on ne ment jamais autant qu'avant une élection que pendant la guerre et qu'après la chasse ». Bon, donc pour les électeurs, il faut regarder ce qui a été fait dans le passé. Le parcours des uns et des autres peut éclairer ce qu'on sera amené à faire dans le futur. Vous voulez dire que Valérie Pécresse n'est peut-être pas autant digne de confiance pour des électeurs de droite que vous? Moi, je demande simplement à ce qu'on regarde mon parcours, là où j'ai été, quelle a été mon attitude dans les moments difficiles, les textes que j'ai défendus, les propositions que j'ai portées. Vous verrez une forme de cohérence. Alors après, bien entendu, le débat est ouvert, on n'est pas toujours d'accord, loin de là, avec les propositions que je formule. Mais
reconnaissez-moi qu'il y a une forme de cohérence dans mon parcours. Depuis 14 ans que je siège à l'Assemblée nationale. La première fois que j'ai pris la parole, c'était à l'été 2007. C'était pour défendre les peines planchers. C'était pour défendre, d'ailleurs, Xavier Bertrand était ministre du Travail, le service minimum en cas de grève. J'ai toujours eu les mêmes valeurs et les mêmes convictions. Alors je sais que ce n'est pas extraordinairement dans l'air du temps de ne pas changer, que certains préfèrent épouser les vents. Quelqu'un disait être à la mode, c'est être dans le vent, c'est avoir le destin d'une feuille morte. Bon, moi, je suis conservateur dans mes valeurs. J'aime transmettre des repères que j'ai reçus. J'aime l'histoire de France. J'aime cette France. Et je la vois souffrir aujourd'hui. J'ai mal à cette France que j'aime. Et j'ai envie qu'on change les choses. Et que la droite... Quand je vois qu'il y a 35% des électeurs qui se disent pouvoir voter Marine Le Pen, Éric Zemmour, Nicolas Dupond-Montagnan, je dis mais c'est à notre famille de porter ces messages, d'avoir les réponses. Et sortons des codes, voilà, c'est tout. C'est difficile de vous interrompre. Excusez-moi. Non mais vos réponses sont longues quand même, je trouve. Mais tout le monde n'est pas contre vous. Il y a Éric Zemmour par exemple qui a fait un tweet « Heureux, cher Éric, de voir nos idées si largement partagées par les militants LR. Le RPR n'est pas mort, pardon. Est-ce que vous expliquez votre succès parce que vous êtes celui qui a les idées les plus proches d'Éric Zemmour? En tout cas, moi, je ne porte pas de jugement contraire au constat que je fais. Voilà. Quand Éric Zemmour dresse un constat du déclin français, il a fait dans son message, il y a des éléments que je partage, et beaucoup d'ailleurs, dans le constat. Ce qui nous différencie, c'est sans doute notre histoire personnelle. Moi, j'ai toujours été dans la même famille politique, mais là n'est pas l'essentiel. Mais ce sont surtout les propositions. Je ne vois pas chez Éric aujourd'hui où sont... c'est un ami, je ne vais pas m'en cacher. Moi, je ne fais pas partie de la meute de ceux qui l'attaquent. J'ai été scandalisé par les propos de Lagarde qui voulait lui mettre une balle dans la tête. J'ai été scandalisé par les attaques des antifas. Pour moi, ce n'est pas la démocratie. Et je suis aussi scandalisé par l'absence de réaction de mes amis qui considèrent que parce que c'est Zemmour, c'est déjà une circonstance. Mais en gros, vous atténuante. acceptez son soutien, enfin son soutien, j'exagère un peu en disant soutien, mais vous acceptez les mots qu'il porte sur vous. Mais vous accepteriez, par exemple, de faire alliance avec lui. Il n'est pas adhérent républicain, donc il peut pas voter pour moi. Mais vous accepteriez de faire alliance politique avec lui? Je vous redis que je suis convaincu, certain, que seul un candidat issu de notre famille politique, donc désormais Valérie Pécresse ou moi, pouvons battre Emmanuel Macron. Est-ce que vous dites à Éric Zemmour, Éric, rejoins-nous? Parce qu'il y a cette histoire. Je dis à ses électeurs de me rejoindre, en effet. Et à lui? Et je suis persuadé, parce que j'ai ce positionnement, plus à droite, que je porte des valeurs qui incarnent la droite historique, républicaine, que c'est vers moi que pourrait s'effectuer ce rassemblement. Mais juste, vous êtes plus proche d'Éric Zemmour ou de Valérie Pécresse idéologiquement? Avec Valérie Pécresse, on est dans la même famille politique. Oui, mais il n'empêche, vous dites c'est un ami, vous dites vous partagez les constats. On est dans la même famille politique, on a le même socle de valeurs, on a été à côté, notamment en 2012, de François Fillon. On a approuvé, Valérie Pécresse a rejoint les Républicains au début de la campagne, il y a quelques semaines. Donc vous êtes plus proche de Valérie Pécresse que d'Éric Zemmour? Il y a quelques semaines, donc aujourd'hui, bien sûr, oui, mais il y a une proximité plus grande, on est dans le même débat. Non mais ça va pas de soi, parce que honnêtement, pour ceux qui écoutent, quand vous dites c'est un ami, on pourrait se dire, si Valérie Pécresse gagne, Éric Ciotti pourrait ne pas se retrouver dans les propositions de Valérie Pécresse et dire moi je vais rejoindre celui que je qualifie d'ami, dont je partage les constats. C'est pas absurde. Je suis cohérent. On est dans une compétition loyale qui doit être guidée par l'unité et le rassemblement. Donc je soutiendrai, si demain Valérie vient à gagner samedi, je la soutiendrai. Il n'y a pas de débat. Est-ce qu'on peut dire, Éric Ciotti, que jamais vous ne soutiendrez Éric Zemmour? Est-ce qu'on peut le dire comme ça? J'ai dit aussi
Et alors, je ne sais pas si c'est chez vous. Non, vous ne répondez pas pour une fois. Oui, non, mais hein, j'ai répondu systématiquement. J'ai dit que s'il y avait Macron, Zemmour, je voterais Zemmour. Est-ce que J'en change pas, c'est vous voter, savez. je parle de soutenir, pas de voter pour lui. Est-ce que vous excluez aujourd'hui d'un jour soutenir Éric Zemmour? Moi, je soutiendrai le candidat de ma famille politique, bien sûr. Donc, personne d'autre. Après, si par malheur, ce que je n'espère, mais vraiment pour rien au monde, notre famille politique était exclue du second tour, ce qui serait un cataclysme, eh bien, et qu'il y avait ce choix auquel je ne crois pas, parce que je crois qu'on y sera. Et je crois que j'y serai. Est-ce que si vous êtes désigné candidat à DLR, vous serez naturellement, vous ne serez pas président du parti, Christian Jacob reste à son poste, mais vous serez le leader naturel de ce mouvement politique, en tout cas jusqu'à l'élection. Est-ce que dans votre esprit, après l'élection, si vous êtes élu, il faut constituer une majorité parlementaire avec des candidats estampillés Zemmour, ou enfin des gens qui pourraient le soutenir, des candidats venus du Rassemblement national? Est-ce que vous aimeriez constituer une majorité parlementaire un peu différente, plus à droite et pas forcément de droite, centre-droit qu'on a pu connaître dans le passé? Je préside, même si j'en suis en retrait, la Commission nationale d'investiture. Nous travaillons avec Christian Jacob de façon accélérée pour avoir d'ici la fin de l'année quasiment tous nos candidats aux élections législatives, qui seront des candidats solides, implantés très fortement. Moi, je souhaite, et je n'ai qu'un souhait, c'est qu'il y ait une majorité des Républicains à l'Assemblée nationale. Et si on gagne l'élection présidentielle, on n'aura aucune difficulté à avoir une majorité très forte. Donc pas de candidat commun avec Éric Zemmour ou Marine Le Pen dans certaines circonscriptions. Mais non, l'enracinement des LR est très fort. Et le déracinement des En Marche, lui, est aussi très fort. L'expression l'union des droites, vous la reprenez à votre compte ou pas? Candidat de l'union des droites? Moi, ce que je souhaite, c'est un rassemblement des électeurs de droite. D'accord, donc pas d'union des droites, comme ce que dit Éric Zemmour. Des électeurs de droite. Comme l'a fait, encore une fois, mon modèle, Nicolas Sarkozy en 2007. La campagne de référence est celle de 2007, où Nicolas Sarkozy, il est allé chercher des électeurs en dehors de notre famille politique. Il les a ramenés par la force de son discours, par la pertinence de ses propositions, par l'audace. Rappelez-vous les débats qu'il avait soulevés quand il avait parlé de créer le ministère de l'immigration et de l'identité nationale, ce qu'il a fait d'ailleurs, et avec des résultats importants. Alors la question pour les militants, évidemment, Éric Ciotti, c'est de savoir ce qui vous différencie de Valérie Pécresse. On va s'intéresser à votre programme. Et il y a quand même une question, c'est de savoir s'il est réaliste, s'il est applicable à la situation actuelle en France. Vouloir créer, par exemple, un Guantanamo à la française, Guantanamo, où on a enfermé des suspects aux États-Unis pendant des années sans jamais les juger. Est-ce que c'est réellement ce que vous voulez aujourd'hui? Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette formule? D'ailleurs, elle a été plus reprise par la presse que je ne l'ai portée moi-même. Mais vous l'avez bien utilisée. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un texte que j'ai déposé à l'Assemblée nationale avec d'autres parlementaires. Je pense à Guillaume Larrivé, notamment, qui est conseiller d'État par ailleurs. C'est la mise en place de ce qu'on appelle une rétention de sûreté pour qu'il y ait un principe de précaution après la peine pour les islamistes qui sortent de prison. Aujourd'hui, de 2018 à 2022, ce sont les statistiques du ministère de la Justice, 2540 islamistes, alors environ 300 condamnés pour terrorisme, d'autres pour radicalisation, qui ont été repérés parce qu'ils se sont radicalisés en prison, vont sortir de prison. Je dis, faisons ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy. C'était en 2010, je crois, la rétention de sûreté pour les pédocriminels. C'est-à-dire que quand ces criminels qui restaient extraordinairement dangereux sortiraient de prison parce qu'ils avaient purgé leur peine, il y avait après la peine un moment de précaution, un principe de précaution pour la société. C'est ça que je veux dire. Ça veut dire que... Mais tout ça est placé contrairement à Guantanamo, tout ça est placé sous le contrôle du juge de la liberté et de la détention. Vous savez, moi, mes textes, ils sont prêts. L'avantage, vous me disiez tout à l'heure, mais est-ce que vous êtes prêts? Ça fait des années... la grande loi d'orientation pour la sécurité intérieure et la justice, d'autres en parlent. Moi, je l'ai déposée, il y a 80 articles, elle est chiffrée, il y a une annexe avec la programmation budgétaire, il y a une réponse pénale améliorée. Le texte sur la rétention de sûreté nécessitera une réforme constitutionnelle. Comme la rétention administrative, là c'est un peu différent, c'est pour placer sous surveillance ceux dont on connaît la dangerosité, mais qui, eux, ne sont pas encore passés à l'acte.
Ça existe en Israël, par exemple. Sur ce point-là, je comprends votre proposition et du coup, je ne comprends pas pourquoi vous l'appelez Guantanamo à la française. Guantanamo, c'est techniquement un bout du territoire de Cuba occupé par les États-Unis où du coup, ils ont placé des prisonniers dehors de la loi américaine, justement. C'est une zone de non-droit, littéralement. Donc, de fait, votre proposition est intéressante, mais ça n'a rien à voir avec Guantanamo. J'ai dit à la française. Donc, c'est pas Guantanamo. C'est ce qui fait notre spécificité. Mais pourquoi utiliser ce mot Guantanamo? Ce n'est pas une zone de non-droit que vous créez. Guantanamo, c'était le lieu aussi où on avait enfermé des terroristes soupçonnés. Voilà. Bon, vous voulez dire que l'étiquette est plus forte que le contenu que vous y mettez? En tout cas, dans l'interview qui fait débat dans le magazine Le Point il y a 3 semaines, je vous invite à relire cette interview. Je l'ai lu. Le terme est dans la question et il n'est pas dans ma réponse. Et il a été mis dans le titre. Vous savez que c'est pas moi qui fais les titres. Ouais. Mais en tout cas, si vous lisez ma réponse... vous n'avez pas rejeté cette expression Non, je la rejette pas parce qu'elle marque aussi une forme de volontarisme. Donc moi, j'ai pas peur des mots, mais je vous décris ce phénomène. Le dispositif, il est cadré juridiquement. Il nécessitera une réforme constitutionnelle, notamment pour qu'il y ait éventuellement un caractère rétroactif. Donc ce n'est pas vraiment un Guantanamo? À la française. Éric Ciotti, est-ce que vous nous dites, si je gagne, tout ce que j'ai proposé là sera dans mon programme? Ça, c'est... Vous le dites, il n'y aura pas de changement. Vous ne vous dites pas, maintenant que je suis en situation éventuellement d'être le candidat Les Républicains, je n'amaudirai pas ce discours-là. Là-dessus, on est d'accord. Bien sûr, je crois que c'est important. Ce qui m'a fait aujourd'hui gagner en tout cas ce premier tour, c'est la force du projet. La constance. Je ne crois pas qu'on n'est pas au Parti Socialiste. Je vous interromps une seconde, Éric Ciotti, pour vous dire que Valérie Pécresse est en train d'arriver dans les locaux de BFM TV. Elle nous rejoindra sur ce plateau dans un instant pour débattre avec vous. Je vous laisse continuer. Et moi, donc j'en profite pour relancer, juste parce que vous n'êtes pas facile à interrompre. Vous êtes pas facile à interrompre. Ah ben c'est vous qui m'avez... Non, mais vous avez raison. Et si jamais vous ne gagnez pas, est-ce que vous considérez que le score que vous avez fait au premier tour, en quelque sorte, oblige le candidat LR à reprendre de toute façon soit des propositions, soit à s'inspirer de votre ADN politique, c'est-à-dire une droite dure? Est-ce que vous considérez de toute façon que le candidat LR devra reprendre certaines orientations qui ont été les vôtres pendant cette campagne? Je crois que si ces orientations ne sont pas reprises, nous n'aurons aucune chance de gagner. Voilà. Je le crois profondément. Donc il faudra prendre en compte la ligne Ciotti. Si on ne baisse pas les impôts, si on ne baisse pas l'impôt sur le revenu, qui est devenu insupportable pour beaucoup de contribuables, si on ne baisse pas massivement les droits de succession, si on ne donne pas du pouvoir d'achat aux retraités, si on n'augmente pas les salaires nets, et si on n'a pas une politique qui restaure l'ordre républicain et qui contrôle l'immigration, on ne gagnera pas. Voilà. Donc, après, il y a une méthode aussi. Comment nos électeurs, et surtout ceux qui nous ont quittés, ont confiance dans la parole. Voilà. Donc là, il y a des attitudes, il y a ce qu'on a fait par le passé, le fait de ne pas avoir changé, ce qu'on pourrait faire dans le futur pour crédibiliser la parole publique, notamment le recours que je propose au référendum. Voilà, il y a tout ça qui est sur la table. Mais je suis persuadé que si on n'assume pas, si on n'ose pas la droite, si on n'est pas fier des valeurs de droite, on ne pourra pas gagner. Mais alors, vous parlez de la ligne Ciotti. La ligne Ciotti, c'est aussi des peines automatiques pour ceux qui s'en prennent aux forces de l'ordre. Une peine automatique dans le droit français, ça n'existe pas. Comment vous faites? Il y a des peines minimales. Elles ont existé, c'est la loi Dati 2007, c'est un des premiers textes, j'en parlais tout à l'heure. Il conservait le principe de l'individualisation des peines, puisque c'est ça qui est constitutionnel. C'est ça le problème, C'est ça qui a une valeur constitutionnelle. Mais rien n'empêche de fixer un seuil minimal. Après, le juge considère ou non que la personne est coupable ou pas. On va pas automatiquement désigner la personne coupable. Mais moi, ce que je dis, c'est qu'il faut aujourd'hui, et j'en appelle aussi à la responsabilité des magistrats. Lorsqu'on aura mis en place ce dispositif, les peines planchées sous Rachida Dati, c'était la récidive, c'est-à-dire la peine s'appliquait au deuxième fait qui était commis par une même personne. Quand il avait commis un délit, puis il recommençait. Là, moi, dès qu'on touche à un uniforme de la République, je veux qu'on ait un message assez simple, que je résume dans une formule aussi, c'est tu touches à un uniforme, le soir même, tu dors en prison. Mais après, le juge
c'est sa responsabilité. Il peut dire cette personne, elle n'est pas coupable, donc il gardera son appréciation sur l'individualisation. Mais Voilà. est-ce que vous n'êtes pas dans une position hyper confortable aujourd'hui d'être candidat à cette élection en disant de toute façon, quand j'arriverai, on changera la Constitution, on pourra tout changer, tout rentrera dans le cadre de la Constitution de fait parce qu'on l'aura changé. C'est un peu plus compliqué que ça. Il n'y a pas que moi qui l'ai dit. Ah non, ça, je suis d'accord. Valérie Pécresse, qui va nous rejoindre, propose... Absolument. Et je suis d'accord, une réforme constitutionnelle. Xavier Bertrand proposait aussi une réforme Mais justement, constitutionnelle. c'était un peu la recette miracle de cette campagne LR. Non, parce qu'on fait le constat de l'impuissance de l'action publique depuis des années. Voilà, quand un policier municipal ou même un policier national ne peut pas contrôler une identité, qui ne peut pas ouvrir un coffre de véhicule, qu'il faut avoir recours à la douane, on se dit que face à l'augmentation de la violence, et ça c'est un principe constitutionnel, il y a aujourd'hui plus que des ajustements que l'on doit faire. Donc, en matière, moi, ce que je propose, c'est un référendum qui dominerait un peu les autres. C'est de dire, on reprend le cours de notre destin par rapport aux traités européens, aux conventions, aux jurisprudences extérieures, et on dit, la loi française en matière de sécurité nationale, en matière de défense nationale, en matière de gestion des flux migratoires, elle reste supérieure à tous les textes internationaux. C'est ce qui était en vigueur il n'y a encore que quelques années. Donc ça veut dire qu'on reprend le cours de notre destin et après, dans un cadre législatif normal, on déroule nos lois à un rythme accéléré parce que je souhaite que si on ne fait pas les choses très vite, on ne les fera plus après. Éric Ciotti, Valérie Pécresse nous rejoint dans un instant pour débattre avec vous. Si vous l'emportez, ce qui reste une possibilité, quelles sont les propositions qu'il y a dans son programme que vous pourriez récupérer ? On a des similitudes, notamment au plan économique. L'idée de diminuer les dépenses publiques est naturellement une évidence. On ne peut plus continuer à dépenser l'argent des autres de façon inconsidérée. On ne peut plus avoir, c'est le budget qui a été voté, 450 milliards d'euros de dépenses de l'État pour 300 milliards d'euros de recettes. Justement, tout ça, ça construit 3 000 milliards d'euros de dettes. Et ça porte les impôts les plus élevés au monde. Donc à un moment, vous savez, aujourd'hui, il y a une menace très lourde qui pèse sur nos têtes. L'inflation revient. Ça veut dire que les taux d'intérêt vont augmenter. Si les taux d'intérêt augmentent, eh bien, on va être asphyxié. Le remboursement de la dette aujourd'hui pour l'État, c'est 38 milliards d'euros. C'est 2 fois le budget du ministère de l'Intérieur. C'est 4 fois le budget du ministère de la Justice. Vous vous rendez compte, si on avait à notre disposition, si la dette, elle n'était déjà qu'au niveau de l'Allemagne, on aurait quasiment un second budget du ministère de l'Intérieur pour assurer notre sécurité. On pourrait faire beaucoup de choses quand même. Justement, on avait beaucoup dit après 2017, ou en tout cas on avait beaucoup entendu à droite après 2017 que François Fillon avait souffert notamment des circonstances de la campagne, mais aussi peut-être de son programme économique qui avait été jugé peut-être par une partie des électeurs de droite trop libéral, notamment sur la diminution du nombre de fonctionnaires. Et on constate ce soir que les militants LR ont choisi de placer au second tour les 2 candidats qui étaient les plus proches du programme économique de François Fillon. Est-ce que ça veut dire que la droite est plus libérale qu'on l'imagine et que ceux comme par exemple Xavier Bertrand qui disait au fond il faut aussi parler de social et il ne faut pas uniquement se braquer sur les questions libérales, est-ce qu'ils font une mauvaise analyse du rapport de force à droite et au fond la droite est libérale, clairement libérale? Je crois surtout qu'ils font une mauvaise analyse sur les solutions pour redresser le pays. Moi, il y a une mesure, d'ailleurs, vous l'avez vu dans le débat, à laquelle j'étais totalement opposé dans la méthode de Xavier Bertrand, c'était de porter les salaires à 1 500 €, mais de le faire par le fait que c'est l'État qui paierait ces salaires, par une prime. Pour moi, ce n'est pas l'État à payer les salaires dans le privé. En revanche, je souhaitais qu'on atteigne le même objectif, qu'on augmente les salaires, simplement en diminuant les charges salariales, voire les charges patronales.